La conversation. Donc, cette semaine, je crois que c'est la première de la nouvelle année qui prend place. Donc, j'aimerais commencer par remercier Sifty de nous avoir invités. Mon nom est Alex Herrera. Je suis avec le Grand Conseil de Prince Albert à Fort Street. Et Sifty, je crois que ça a commencé il y a environ un an à l'une des conversations nationales Sifty. C'était celle au niveau de l'analyste du comportement d'incendie. Le L'analyste de comportement incendie nous parlait de qu'est-ce qui nous gardait éveillés la nuit. Dans la conversation, les gens ont mentionné de ne pas être capable de valider ou de vérifier les sens qui étaient sur le territoire. Alors, à l'intérieur de cela, Robin, qui est l'un de nos invités aujourd'hui, a mentionné dans le chat qu'est-ce que les gens ont fait pour c'était d'engager les utilisateurs du territoire, les utilisateurs du territoire. Donc, c'est important d'inclure les peuples autochtones pour avoir plus d'idées à comment gérer les incendies. Donc, c'est un peu comment ça a commencé. Et de là, nous avons reçu une invitation de Shalane et Heather pour pouvoir avoir une conversation. Donc, nous sommes d'ici, nous sommes du conseil Prince Albert, qui est un conseil tribal au nord de la Saskatchewan et travaille pour 12 Premières Nations et 28 communautés à travers la forêt boréale. Et vous verrez qu'il y a une tonne d'expertise au niveau des Premières Nations dans les feux de forêt. Donc, je vais vous présenter nos panélistes d'aujourd'hui. Nous avons le sénateur Peter Meady. Où est-ce que vous êtes? Je suis ici. Ah, vous voilà. Bonjour. Ça va bien? Donc, sénateur et Walter sont ici de Deschambault. Donc, sénateur Beatty a été longtemps le chef et encore plus longtemps conseiller pour la Nation Cree Peter Valentine et a été super impliqué au niveau des feux de forêt, était un pompier et en 2017 a parlé aux services autochtones au niveau du comité courant sur les feux de forêt. Ceux qui ont lu le document des feux de forêt, il est cité là-dedans. Je ne sais pas si vous le saviez. Donc, il aime faire de la pêche sur glace, jouer au golf et tout chasseur. Et il est également un bon ami de mon ex-belle-mère et il me parle quand même. Alors, c'est vraiment un bon gars. Et nous avons Walter qui est assis juste à côté de lui. Walter a été un pompier depuis, je crois qu'on s'est parlé hier, tu nous avais dit plus de 40 ans, tu as été pompier. Donc, 27 ans, 21 ans avec le département. Exactement. Et 20 ans avant ça. Oui, au moins 20 ans. Super. Donc, Walter a une tonne de connaissances issues de ses expériences en tant que pompier. Il est également un conseiller sur la force de travail de PACLT Feu de forêt. Et on ne doit pas s'inquiéter pour les gens qui vont être punis pour ce qu'ils disent, à part pour moi et Walter. Non, jamais. Donc, finalement, nous avons Robin McLeod. Robin a été consultant avec PEGC depuis un bon moment. Il a été très impliqué dans l'organisation du groupe de travail des feux de forêt pour l'Alberta. Brian révise aussi les projets scientifiques et de recherche qui se produisent au PAGC. Donc, Robert et le sénateur ont récemment été des panélistes au COP 15, au COP 15, sur le caribou de forêt. Donc, c'était des importantes connaissances au niveau de la conversation des caribous sauvages. Et finalement, en soutien, nous avons Cliff Bittler. Cliff est le directeur de PAGC Forestry. Il a été également un pompier depuis longtemps. C'était quoi, 40 ans de service? Tu viens de recevoir une récompense, une reconnaissance? 25 ans. Ah, OK, 25 ans. Pardon.
Je vais continuer d'augmenter le chiffre. 50 ans. Mais c'est ça, on est tous ici aujourd'hui pour parler un peu du travail que nous faisons et comment nous pensons que les nations autochtones doivent être plus impliquées dans les réponses aux incendies. Alors, peut-être on peut commencer par un petit tour de table. Je sais que j'ai fait une petite introduction. Je sais qu'on peut commencer par Walter. Donc, tu peux nous parler comment tu as été impliqué dans la réponse des feux de forêt ou dans, et comment vous avez commencé et comment vous avez été impliqué aujourd'hui? Oui, merci. Je ne sais pas si je vous dis tout ça, vous n'aurez pas le temps de parler. Donc, en tant qu'introduction, j'ai commencé pompier quand j'avais 16 ou 17 ans. J'ai fait ça entre 2 jobs. J'ai fait ça pendant au moins 20 ans. Ça, c'est avant que j'ai été, embauchée par l'organisation provinciale, des pompiers et j'ai été, engagée pour 21 ans et entre-temps, je m'entraînais avec Cliff Wetner qui était l'une des personnes avec qui je travaillais. Heu, Elder Kinkelisha aussi, j'ai appris beaucoup de ces gars-là et j'étais aussi un membre du Tag 2 Overhead Team, c'était l'opération Chief Now et c'est moi qui a décidé comment se combattre cet incendie et je devrais prendre en considération la sécurité des hommes sur le terrain avec les bons équipements, les scooters, les bombardiers d'eau. Toutes les aéronefs étaient sous ma responsabilité également. Donc c'était beaucoup et j'ai appris beaucoup durant ce temps-là aussi. J'ai été pour le premier instructeur autochtone pendant 3 ans. C'était une très bonne expérience et il faut bien livrer le travail, mais ce qui est drôle, c'est que j'avais 7 enfants et j'ai jamais été une fois dans la salle d'accouchement. J'avais trop peur. L'infirmière me disait: «Tu dois venir». J'ai dit: «OK, je vais y aller. Tu devras me prendre dans tes bras pour m'amener». Elle a dit: «OK, ben laisse faire» et mis à part cela, j'ai j'ai fait aussi des voyages d'exportation aériens, deux voyages en Colombie-Britannique, 3 voyages, d'officier de liaison, un voyage à Alberta et un à Whitecourt. J'ai vu différents styles, de combat des incendies et ce qui m'a vraiment intéressée, c'est en Ontario. Ils attendent pas que l'équipe des tâches les appelle. Ils arrivent là en même temps. Et ils arrivent en même temps que les avions qui lancent de l'eau, les water bombers, les bombardiers d'eau. Donc les bombardiers étaient là sur la baie déjà et moi je devais diriger les bombardiers. Il a dit: «Je pense que je peux aller chez nous parce que tu sais comment faire. Je vois que tu as pas besoin de mon aide». Donc c'était tout un beau compliment. J'ai travaillé sur les incendies bien avant d'avoir été embauchée par, l'équipe de pompiers provinciale. J'avais 145 gars à organiser le matin. Ça, c'est le fun. Il y a des gars qui essayaient de se cacher, mais moi, j'étais intelligente. Je faisais un cercle autour, du campement et j'essayais d'attraper ceux qui essayaient de s'en aller en cachette. Ils m'appelaient le général. Je n'ai pas beaucoup d'autres choses à dire.
mais j'ai eu des expériences drôles des fois. Il y avait un incendie à Shafford River. Il y avait 4 chats et aucun opérateur. Il y avait 4 cats et quelqu'un m'a dit: «Est-ce que tu sais comment opérer un cat, un appareil cat?» J'ai dit: «Oui, je le sais». Donc j'ai fini le travail avant que l'opérateur se présente. Désolée, je crois qu'il y a quelqu'un qui parle en même temps. Donc c'est tout pour moi. OK, donc on va passer la parole à votre frère maintenant. Donc même chose pour vous. Peut-être que tu peux commencer par expliquer comment tu as été impliqué dans la réponse ou la gestion des incendies de forêt. Je sais que tu n'aimes pas trop le terme, gestion des incendies, mais OK. Vous devez enlever Peter de sourdine, allumer votre micro. Leurs privilèges ont été retirés. On peut le voir en regardant l'écran, ils n'ont pas de micro. Vous m'entendez maintenant? Oui. Donc Walter a parlé trop longtemps, donc ils nous ont mis en sourdine. Bon après-midi tout le monde. Merci Walter pour la prière de cet après-midi. Pour moi, c'est pas mal la même chose. J'ai commencé à combattre les incendies quand j'avais 16 ans. Je faisais ça à temps partiel durant l'été et quand je pouvais. Et j'ai eu beaucoup d'expérience à travers cela, de l'expérience sur le terrain. Au début, j'étais le chef d'équipe, très tôt et j'ai fait ça pour environ 20 étés avant de devenir un conseiller pour, la Nation Cree Pilikbandjibi en 1983 et en 1913, nous sommes devenus le chef de la bande. Nous avons une bande qui couvre, le nord-est de la Saskatchewan. Durant ce temps-là, durant le chef, des conseils, j'ai eu l'opportunité de travailler avec, des équipes de suppression de feu et ensuite, c'est devenu des équipes de gestion de feu. Donc c'est en gros 2 choses différentes. La suppression et la gestion sont 2 termes différents, ils veulent dire des choses différentes. Mais par rapport à cela, on peut y aller plus en profondeur plus tard, mais j'ai appris beaucoup également de la part de Cliff et de Walter et de d'autres personnes avec qui j'ai travaillé durant mon expérience. J'ai appris par rapport aux incendies, la façon qu'elles agissent, qu'elles se comportent, quel message on utilise pour la suppression. J'aime pas le terme gestion, mais quoi qu'il en soit, ça a été j'ai été impliquée dans cette sphère, proche, aussi longtemps que Walter, proche de 40 ans. Donc, je vais arrêter ici et on peut passer à autre chose. OK, super, merci, Sénateur Billy. Maintenant, on va passer la parole à Robin. Désolée, j'écoutais pas. Donc, je viens de la petite communauté de Stan Mission sur la rivière Churchill. Je viens de la bande de Lac Ron-Gingin, la plus grande bande au monde. Non, ça l'est pas. J'attendais que Peter, réplique. Non, c'est la deuxième. OK, je vais laisser aller ça cette fois-ci. Je vais te laisser gagner. Donc, merci pour la prière, Walter, et merci pour vos commentaires, Peter. Encore une fois, ça établit le ton de ce que nous devons discuter aujourd'hui. J'avais 15 ans quand j'ai eu l'appel. Je n'ai pas vraiment eu l'appel, mais moi et mon ami, sa mère était la conseillère pour Stanley Mission
et on restait là, on était dans les pattes au bureau de bande à tous les jours. Donc sa mère, nous a appelés et nous a dit: «Les garçons, vous allez combattre les incendies» et on s'est regardés, on avait tous les 2 15 ans, on n'était pas assez vieux pour aller combattre les incendies. C'était notre première réponse. On a juste 15 ans, ils vont pas nous accepter. Ils vont vous prendre si je leur dis et ils l'ont fait, ils nous ont pris et ça, c'était la Peter, c'était le moment, où est-ce que nous avons été inscrits. Donc on a été obligés d'y aller, on était toujours à l'école. Ça, c'était comme, la fin mai. On avait encore quelques semaines d'école, qui nous restaient à faire et on est quand même allés, combattre les incendies. On est allés à l'incendie Mackenzie, au sud de l'Orange. Ça a été notre première sortie et d'une façon, nous avons été relégués à un campement où aucune de nos personnes était. Donc ils ont dû nous amener à voir des personnes qui étaient en charge et on a pris quelques heures dans le noir avec ces gars-là et finalement, ils sont venus nous chercher et ils nous ont mis dans l'équipe qu'on était supposé d'intégrer. Puis le reste, c'est de l'histoire. Il y avait beaucoup de premières expériences, ça a été beaucoup de plaisir. Les aînés qui nous surveillaient, je devrais dire, m'ont bien traitée. Ils voulaient toujours que je mange en premier le matin, donc ils me réveillaient et ils disaient: «Les œufs sont prêts, les saucisses sont prêtes». Ils cuisaient, ils faisaient la cuisine. Ils ils cuisaient des œufs bouillis avec des saucisses bouillies. Ils savaient comment appeler les œufs en cri, mais ils ne trouvaient pas le nom pour les saucisses. Et là, il y avait un des plus vieux qui était, mon oncle, a dit: «On va les appeler des coqs-ça» et c'est maintenant comme ça qu'on appelle ça. Les saucisses, c'est des coqs-ça. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot cri anglais qui a été créé par les, aînés. Donc on apprend beaucoup de choses, pas juste, comment combattre les incendies, on peut améliorer notre cri et nous étions sur un campement central où est-ce qu'il y avait beaucoup de monde. On les envoyait, par avion à tous les jours ou ils étaient envoyés par voiture. On était juste à côté de l'autoroute. Donc, c'est des choses, que je pourrais parler plus tard, ces campements centraux et j'ai été impliquée dans le combat des incendies pour environ 5 étés et j'avais d'autres intérêts et l'un de ces intérêts est d'avoir une bonne éducation, donc c'est pas mal ce que j'ai fait et la moitié du temps, je cours après les jeunes filles également parce que ça fait partie de notre culture. Donc, en gros, c'est qui je suis et mon travail dans la force, des pompiers. Donc, ce que j'ai fait aussi pour le Grand Conseil, c'est que j'ai développé l'équipe, de travail sur, les incendies de forêt. Donc, on a fait beaucoup de bon travail avec cette équipe. On avait la province qui siégeait sur l'équipe. Alors, tout ce qu'on voulait adresser, on l'adressait avec eux et ils amenaient l'information à leurs supérieurs et on a réalisé quelques petites choses. Alors, je vais en parler un peu plus tard. Donc, globalement, Alex, c'est moi. Super, merci pour cette introduction. Je remarque, que nous avons un autre invité, Saul Carrier est ici. Donc Saul, il a été impliqué dans plusieurs, travails, de brûlage culturel, en particulier dans le delta de la rivière de Saskatchewan. Donc est-ce que tu aimerais parler brièvement comment tu as été impliqué dans la réponse incendie à travers les années?
Bien, je suis contente d'être ici avec, vos invités distingués. Donc j'imagine que mon introduction aux incendies, c'est que je suis un praticien des feux. Donc je pars des feux. Vous les mettez vous les éteignez, moi je les allume. Donc mon intérêt pour les incendies, c'est de ramener la régénération des marécages dans le delta. Donc lorsque nous pratiquons ces incendies, c'est durant la période du muskrat trapping. De C'est dans la période où nous attrapons les rats d'eau. Donc notre, objectif, c'est d'allumer des incendies pour pouvoir, promouvoir, la régénérescence des plantes autour de ce marécage pour que les animaux puissent se manger. Et nous continuons la pratique ancestrale des peuples autochtones dans l'Amérique du Nord qui ont vraiment ils ont dessiné l'Amérique du Nord avec leur connaissance, du feu et de comment l'utiliser et c'est la façon que nous l'utilisons ici dans le Commonwealth Delta, dans le delta du Commonwealth et je suis très heureux de pouvoir en parler un peu et je n'ai jamais participé dans la l'extinction des incendies, je n'ai fait que les allumer et peut-être que plusieurs aînés qui sont venus avant moi ont appris la pratique, pourquoi nous brûlons ces marécages et pourquoi la régénération des plantes est si importante dans notre secteur ici. Bien sûr, on avait perdu ce droit dans les années 80, on a arrêté cette pratique, mais nous essayons de redémarrer cela dans les marais pour que nous puissions montrer à quel point les peuples autochtones valorisaient la terre sur laquelle ils vivaient, les ressources qu'ils avaient. Et c'est un peu mon point de vue. Je viens du delta et je vous appelle, de notre, bureau ici sur, les rives de la rivière, Saskatchewan, une place qui s'appelle Big Getty. Alors voilà, c'est moi. Merci. Merci Solon. Je suis content que vous soyez là. Donc, comme vous le voyez, dans une région qui est aussi grande que le Grand Conseil de Prince Albert, il y a plusieurs façons qu'on peut être impliqué dans les incendies. Donc, j'ai une question pour Voltaire et Saul. Serez-vous en mesure de nous dire quel était votre rôle avec la réponse incendie? Comment c'était quand vous avez commencé et comment ça a changé avec les années? Que ce soit avec, la réponse incendie ou plutôt avec, l'allumage d'incendie? Ben, moi, je n'ai pas allumé de feu, mais dès le départ, j'ai passé un été et demi à nettoyer dans le bureau chef et ma première job, c'était d'organiser qui allait sortir. Moi, je ne suis pas encore sortie, j'avais pas encore, pu sortir. Nous avions des équipes de soutien et moi, j'étais l'une des personnes de soutien qui organisait les sorties pour les autres. Je coordonnais qui allait aller où pour quel incendie et plus tard, j'ai fait, des backfires, des incendies à Land Lake. On avait brûlé un champ que Sandy Bay nous avait dit de brûler, donc c'est pas mal tout.
Saul, je sais que tu as dit qu'il y avait des changements dans ta capacité à allumer les incendies, en particulier dans les années 80. Peux-tu nous parler un peu de comment tu as appris à allumer des incendies et comment ça a pu changer un peu quelle sorte de travail tu fais présentement? Oui, dans le Cumberland Delta ici, nous étions connus parce que nous produisions beaucoup de radeaux. Nous avions des rats musqués et moi, j'ai été élevée dans l'allumage des incendies et mon père m'enseignait comment allumer un feu, dès que j'étais tout jeune. Donc je le pratique pour presque 60 ans maintenant déjà. Donc ça a été un style de vie que nous avions. On nous avait enseigné, à travers mon père, que nous devions brûler les marais pour qu'on puisse, le rendre plus viable pour les animaux qui vivaient dans les marais. Et c'est là que mon introduction aux incendies est venue. Ça faisait partie de notre vie parce que mon père, faisait du trapage, du piégeage, de rats musqués au printemps et ça fait des années que ça se produisait, qu'on faisait les choses comme ça et ça faisait partie de notre style de vie. Et dans les années 80, nous avons commencé à avoir de la suppression d'incendies et on a été freinés dans nos traditions. Donc, on a dû laisser tomber notre pratique depuis et nous essayons de la réintroduire maintenant à cause des politiques du Bureau de l'environnement de Saskatchewan qu'ils ont mis que tu aurais une peine si tu allumais un incendie et qu'il devenait incontrôlable. Mais il n'y a pas eu beaucoup de cas de cela, des incendies incontrôlables ici, parce que nous, lorsqu'on brûlait, c'était au printemps de chaque année. Donc, il y avait toujours du bois de la neige dans les bois et on était assez bons aussi. On était pas mal bons. Donc, on le savait quel genre d'essence utiliser, quel genre d'essence pourrait causer de grands incendies forestiers. Donc, nous étions là pour la réciprocité, pour redonner au territoire. Alors, c'est pas mal ça. Merci, Saul. Je sais même votre partenaire René a parlé que les incendies étaient une façon de fournir de la médecine à la terre, dépendamment où c'était situé, quelle était la saison, à à quel niveau l'incendie était fulgurant, toutes sortes de choses. Il faut toujours regarder les détails d'un incendie en particulier, si on veut estimer si c'est un bon incendie ou un mauvais incendie, c'est sûr. Donc maintenant, je passe à Sénateur Beatty. Donc, vous avez été impliqué avec le chef et conseil depuis longtemps. Vous avez entendu beaucoup d'informations de votre communauté par rapport aux différents enjeux d'incendie de forêt. Vous avez communiqué avec différents niveaux du gouvernement. Donc, quelles sont certaines des préoccupations principales par rapport aux incendies de forêt que vous avez entendues de la part des gens? Bien sûr, la préoccupation principale avec les feux de forêt, c'est que lorsqu'ils sont hors de contrôle et qu'ils se rapprochent de la communauté, il faut prendre une décision rapide. Si tu vas faire évacuer le village ou tu veux les laisser en place et ainsi de suite. Parce que, vous savez, les feux d'incendie, les incendies de forêt auxquels nous faisons face présentement, dans le climat où nous nous trouvons, où est-ce qu'il y a des extrêmes dans les différentes,
saisons ou dans les températures. Donc, on doit prendre des décisions rapides et je l'ai fait pendant 28 ans, plusieurs fois, pendant que j'étais impliquée avec une mauvaise gouvernance. Mais je crois que la préoccupation principale qu'ils ont, c'est que si l'incendie de forêt aurait brûlé une communauté, ça aurait été un désastre. De perdre leur maison, de perdre leur capacité de pratiquer leur capacité à pratiquer leur culture, leurs traditions, comme, la pêche, la chasse et le trapage. Donc, toutes ces pratiques culturelles, il y a un impact sur toutes ces pratiques, lorsqu'il y a des incendies et c'était ça la préoccupation principale. C'est un impact immédiat sur, leur territoire traditionnel. Donc, nous avons dû prendre cette décision assez rapidement et souvent, j'ai dû prendre une décision soit de permettre, aux pompiers d'enlever une section complète à côté d'une communauté comme ici à Deschambault, c'est-à-dire de détruire, une partie énorme de notre territoire pour protéger notre communauté et on a fait cela. On était obligés de le faire pour prévenir que l'incendie vienne directement à la communauté. Donc ce sont le genre de choses, que j'ai expérimentées et comme je l'ai dit plus tôt dans l'introduction que j'ai eu l'opportunité de travailler avec, de très bons pompiers au niveau de l'environnement. Ils ont changé leur nom tant de fois que je ne sais plus comment les appeler, les Ressources naturelles Canada ou le département des ressources naturelles et l'autre, c'est la gestion de forêt de Saskatchewan et des ressources. SPSA, c'était MOL avant, non? Le ministère de l'Environnement. Mais maintenant, c'est différent, ils l'ont changé à quoi? SPSA. SPSA. Donc, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des individus qui étaient très talentueux dans leur domaine et c'est en gros ce que nous avons à faire, c'est d'avoir des gens qui sont habiles, et qui savent comment gérer des incendies de forêt et qui savent, comment, de la façon la plus appropriée, protéger nos communautés et nos cultures. Donc je vais arrêter ici. En fait, j'allais te demander une question. J J'allais te poser une question. Donc qu'est-ce que vous pensez qui serait plus approprié pour vos territoires? Je crois que numéro un, c'est que nous devons impliquer nos propres gens dans la suppression des incendies de forêt ou dans la gestion, si vous préférez utiliser ce terme. Mais la gestion d'incendies de forêt qui est hors de contrôle est comme impossible. En particulier maintenant que nous faisons affaire à des conditions extrêmes au niveau du vent et de la chaleur. Deux choses qui peuvent mener à un incendie hors de contrôle. Mais dès le départ, si vous réagissez rapidement et que vous supprimez cet incendie et que vous le gardez minimal au niveau du dommage et de la surface de brûlage, je crois que vous devez impliquer les personnes autochtones locales. Comme je l'ai dit plus tôt, ils connaissent le territoire, ils connaissent leur territoire traditionnel très bien, ils connaissent, le territoire, quel genre, de carburant il y a ou de combustible il y a là, donc ils connaissent quel genre d'animaux sera impacté. Donc ils doivent être, certifiés pour, combattre un incendie. Ça me fait rire un peu parce que moi, j'ai combattu les incendies pendant 20 étés sans certificat et là, ils sont arrivés avec ce programme où tu dois être certifié. Mais après 20 ans d'être pompier, je ne savais plus quoi faire. Maintenant que j'avais pas mon certificat, là, je savais plus comment faire. C'est ce qu'ils ont dit. Mais en tout cas, ça passe à côté du sujet.
Mais je crois que nos personnes locales dans le domaine en connaissent beaucoup par rapport aux incendies, en particulier les aînés. Ils en connaissent beaucoup sur comment combattre les incendies. Et je crois que le premier incendie où est-ce que j'ai été, c'était à la rivière Wesquak. Il y avait les vieux là-bas. Ils sont tous partis maintenant, mais ils combattaient les incendies de la façon qu'ils choisissaient de le combattre. Et l'une des façons, c'était Oscar Beatty, mon oncle, qui est décédé, et un autre, quelques autres, comme Matthew Enenu. C'est des gens qui étaient très connaisseurs. Et tu peux pas faire ça ce jour-ci parce que c'est contre la politique, et contre la santé publique, et la sécurité. Mais nous combattions les incendies durant la nuit, croyez-le ou non. Ils s'assuraient que nous le faisions de façon sécuritaire. Car lorsque vous combattez les incendies durant la nuit, une fois que l'incendie est éteint, il fait noir et si tu ne fais pas attention, tu peux te blesser, en particulier si tu n'as pas tes lunettes et que tu fonces dans un arbre, tu peux te crever un œil. Mais il savait ce qu'il faisait. Il marquait tout et il gardait tout le monde proche. On était en mesure de tenir la ligne de feu où nous étions parce que nous l'éteignions durant la nuit et c'est à cette ligne que l'incendie s'éteignait. Donc, c'est le genre de choses qu'il pratiquait qui ne sont plus aujourd'hui la même chose. Donc, au niveau des opérations, de la santé et la sécurité, mis à part le fait qu'il passe à travers le même processus un millier de fois, où tu apprends comment approcher un hélicoptère, rentrer dans l'hélicoptère, bien t'arrimer, tous les règlements de sécurité qui vous rappellent à tous les matins encore et encore la même chose. Et quand tu arrives à l'incendie, il est 11 heures du matin et durant l'été, l'incendie est déjà dans les arbres. Donc, il n'y a pas de but d'y aller. Nous, quand on combattait les incendies, on avait on était juste à côté de l'incendie. Et on se réveillait le matin. En tout cas, on se disait de nous lever le matin et on se levait à 5 heures du matin. On pouvait être sur la ligne de feu à 6 heures du matin, quand l'incendie était toujours au sol. Parce que là, on avait une chance de contrôler cet incendie, de l'éteindre. Mais de nos jours, c'est les hélicoptères et les bombardiers qui sont supposés éteindre un incendie, mais on peut pas éteindre un incendie seulement avec l'attaque aérienne. Il faut y avoir des gens sur le sol aussi pour l'éteindre. Et ça ne peut qu'arriver très tôt le matin quand c'est frais. C'est la seule façon que tu peux éteindre un incendie. Mais si tu essaies de gérer un incendie, bonne chance. Parce qu'une fois qu'il te sort d'entre les mains, il est parti. Il n'y a pas de façon de le gérer. Une fois qu'il te glisse entre les doigts, il a quitté. Donc, moi, j'ai vu comment il gère. Donc, il surveille un incendie quand il est environ 100 pieds carrés et ensuite il le surveille jusqu'à ce qu'il atteigne une certaine superficie et ensuite il rentre dans il arrive à une condition où est-ce qu'il y a beaucoup de chaleur et beaucoup de vent et là ça grossit, ça explose et là il essaie de le gérer, ce qui est impossible. J'ai vu ça se répéter trop de fois. Je crois il doit y avoir un changement dans la façon que les incendies de forêt sont adressés. Et il doit y avoir une reconnaissance que nous, maintenant, nous sommes dans une période d'extrême au niveau de la température, que ce soit des chaleurs extrêmes ou des températures de pluvieuses. Ça peut arriver également. On peut passer d'un extrême à l'autre. En fait, nous allons passer de +1 vendredi à -20 durant la nuit. Ça, c'est extrême par rapport
au canal de météorologie. Mais en tout cas, ce sont mes commentaires, Alex. Merci. Merci, Sénateur Billy. Et oui, les amis, je sais qu'il y a beaucoup de personnel des agences et de personnel de gestion des incendies et il semblerait que certaines recommandations que Sénateur Billy fait dès le départ, c'est la certification. Il peut y avoir plusieurs pompiers des Premières Nations qui sont qualifiés, mais s'ils n'ont pas la certification, ils ne peuvent pas aller combattre les incendies. Donc, il faut reconnaître que leur expérience est aussi importante. Et aussi, les différentes techniques de combat d'incendie, comme de combattre durant la nuit. Je sais que le groupe de recherche que je dirigeais à PAGC, nous avons fait beaucoup de recherches avec des pompiers des Premières Nations. Ils ont tous dit il faut combattre l'incendie durant la nuit ou durant la soirée et durant la nuit. Donc, ce sont certaines des stratégies. Donc, Robin, on va passer à vous. Vous avez mentionné certaines des recommandations qui sont sorties du groupe de travail de la PAGC. Et je crois que ça nous ramène à ce que le sénateur Bailey disait. Alors, peux-tu nous parler un peu des recommandations que tu as faites? Oui, l'une des choses que nous voulions faire, c'était de revenir au système d'une équipe de 10 hommes et aussi les camps de ligne, les campements de ligne. Donc, ils nous ont donné l'équipe de 10 hommes, 2 cuisiniers et 8 pompiers, un cuisinier et un aide-cuisinier. Donc, là, ça faisait un total de 10. Mais tu as toujours 8 pompiers seulement. Donc, ils avaient un manquement au niveau des campements. Donc, les campements isolés auxquels nous étions habitués dans les années 80 et 90, ils ne voulaient pas nous l'accorder. Ce n'est pas à cause des opérations. Les gens qui travaillent sur l'incendie directement. C'était plutôt la santé et la sécurité occupationnelle à l'intérieur de la province qui ont pris en charge les opérations à la ligne de feu. Il y en a beaucoup de choses qu'ils faisaient qui ne faisaient pas de sens et ça ne fait toujours pas de sens. Et les personnes qui prennent ces décisions, ils ont des spécialités différentes. Aucun d'entre eux n'est spécialisé dans le combat des incendies. Donc, c'est l'une des préoccupations qui est en cours jusqu'à aujourd'hui. Nous devons retourner à faire des campements isolés et j'espère qu'aujourd'hui, nous aurons une voix. Nous invitons les gens ici, les autorités locales. Ils vont faire un rapport pour nous vendredi. Si on peut les intégrer dans l'ordre du jour, je crois que l'ordre du jour est assez complet déjà. Nous avons d'autres rencontres, d'autres réunions qui font partie de ce rapport de combat des incendies. Il y a des recommandations qu'on a faites qui sont toujours en attente. On attend la réponse sur certaines de ces choses et l'une de ces demandes sont les campements isolés ou les campements éloignés. Donc, je vais réitérer quelque chose que je viens d'entendre, que Peter a dit. Ces campements centrales. Ces campements centrales sont bons d'une certaine façon, mais il y a plus de négatifs qui en ressort qu'autre chose. Les, les campements centraux sont assez loin des incendies. Donc, ça prend du temps pour eux de mener les pompiers sur place, avoir les bottes sur le terrain
Et donc les autres choses qu'on doit gérer, c'est qu'ils doivent nourrir tout le monde avant de quitter, n'est-ce pas? Et ça prend du temps. Et de plus, c'est de préparer leur nourriture pour eux, pour la journée, ça prend du temps. Donc, comme Peter a dit, qui est un peu, qui est bizarre, c'est que rien ne débute avant 11 heures du matin. À 11 heures, ton incendie est déjà hors de contrôle. Elle est dans les arbres et elle a pris beaucoup d'ampleur. Donc, il n'y a pas de corrélation entre la santé et la sécurité occupationnelle. Où est-ce qu'il y a un compromis? Où est-ce que tout le monde est satisfait? Il n'y en a pas. La santé et sécurité occupationnelle, sont en priorité. Ils s'occupent des opérations. On a besoin de plus de personnes comme Walter pour parler de tout cet, enjeu au niveau des opérations, parce que ça ne marche pas. Et vous savez, je crois que vous mettez les pompiers en danger lorsque vous commencez à combattre des feux à 11 heures. Vous êtes mieux de les garder au campement parce qu'ils ne peuvent pas rien faire. Vous les amenez à l'incendie quand le feu est rendu chaud, ils vont finir dans l'eau et ils vont rester là. Donc il doit y avoir vraiment un juste milieu ici et je crois qu'on peut trouver cela en tant que peuple autochtone parce que nous avons beaucoup de connaissances, par rapport à ces stratégies de lutte contre les incendies et j'encourage les personnes qui écoutent, à parler à vos aînés locaux et entendez leur opinion là-dessus. Parce que lorsque la sécurité et santé au travail a mis leurs pieds à terre, c'est tout, il y a plus rien qu'on peut faire. C'est leur façon à eux ou ben tu prends le bord. Donc, l'autre chose décourageante à propos de cela, c'est que les gens ne veulent pas lutter contre les incendies juste à cause de cela. Il y a des moments où il y a un nombre bizarre, de pompiers qui sont là, qu'ils veulent juste aller et dire qu'ils sont allés lutter contre un incendie. Mais eux, c'est eux qui reviennent le lendemain et qu'ils ne peuvent pas, endurer ça ou ils ne veulent juste simplement pas y retourner. Donc ça, ces résultats, ça provient de là, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont sur le terrain, qui veulent apprendre la lutte contre les incendies des incendies. Ils veulent faire partie de la culture. Il y a comme une culture dans ce campement. Tout le monde, s'entend bien durant la soirée, on joue à des jeux et on se couche à 8 heures et on est prêt pour 5 heures du matin. Mais avec, la sécurité et santé au travail, tout ça, ça a disparu. Donc, j'aimerais encourager le public aujourd'hui. Il y a des changements qui doivent provenir, de notre milieu, de notre communauté. Ça ne peut pas toujours être ces personnes qui vivent dans les villes en sécurité où ils ne réalisent pas vraiment, hein, qu'est-ce qui se passe. Ils n'ont pas vraiment un intérêt personnel dans la façon que vous allez éteindre un feu. La plupart d'entre eux ne le savent même pas. Ils ne savent pas connaissent pas le comportement d'un incendie et je crois que Clifford pourrait y répondre. Le comportement du feu fait partie de l'extinction des feux et je crois que c'est là que la sécurité et santé du travail, les gens de ce domaine, ils doivent avoir un peu plus d'éducation au niveau du comportement du feu. Ils pourraient prendre de meilleures décisions une fois qu'ils savent comment l'incendie se comporte. OK, je vais arrêter pour ici. Merci Robin. Donc, il nous reste encore 5 ou 6 minutes.
Donc, ce que j'aurais voulu dire avant que nous terminions, c'est une discussion par rapport à comment est-ce que les feux de forêt ont un impact sur les droits des Autochtones, les droits inhérents ou les droits de traité. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de penser aux incendies de forêt? Est-ce que ce soit le droit de brûler ou d'aller sur le territoire dans des endroits qui ont déjà été brûlés? Donc, je me demandais peut-être que Sénateur Beatty, vous pourriez en parler? Pourquoi est-ce que les feux de forêt sont importants en termes de droits autochtones? Oui, l'impact sur les droits inhérents. Les droits inhérents sont bien sûr ces droits que toutes les Premières Nations et les peuples autochtones ont avant le contact. Qu'est-ce qu'ils avaient avant le contact? C'est des droits inhérents, l'autodétermination, l'autogouvernance, le droit inhérent de pratiquer notre culture, notre façon de vivre. Ça, c'est nos droits inhérents, les droits inhérents par rapport au territoire également. Et l'impact que ça a sur les droits inhérents, il peut y avoir des points positifs, mais principalement négatifs. Au niveau des incendies de forêt. Parce que quand un incendie est allumé, ça va brûler tout. Tu ne pourras pas pratiquer ta cueillette et ta chasse pour un moment. Les médecines peuvent prendre du temps à se revitaliser, à grandir à nouveau, à pousser à nouveau dans certains territoires. Mais sur une période de temps, hein, l'autre chose aussi, c'est que tu ne peux pas piéger, tu ne peux pas vraiment chasser juste après le feu. Et d'ici l'année suivante, lorsqu'il y a de nouvelles pousses, en particulier dans notre secteur, lorsqu'il y a des nouvelles pousses, ça semble attirer l'orignal, pas le caribou. Non, le caribou viendra pas. C'est principalement l'orignal qui revient. Après un feu de forêt, un an plus tard, il va venir. Mais en termes des autres petits animaux, ils viendront plus tard, lorsque les nouvelles pousses vont rentrer. Mais c'est principalement des saules qui vont pousser avant que les arbres plus grands reviennent. Mais ça dépend toujours de la région dans laquelle vous êtes situé. Nous sommes sur le bouclier canadien où est-ce que la profondeur de la terre est très mince dans plusieurs endroits. Donc, s'il y a un feu de forêt, ça va enlever toute la terre. Et il y a aussi de la mousse, de la tourbe blanche ou de la mousse de sphaigne. Donc, ça, c'est une source majeure de nourriture pour les caribous. Donc, la partie de la chasse est affectée immédiatement. La cueillette est affectée immédiatement. Donc, ce sont les droits inhérents. Donc, il y a les droits de traité également, donc, qui sont, qui font partie des traités de ce que ça voulait dire pour nos Premières Nations. Donc, ce sont certaines des choses en termes de droits de traité qui sont affectés. Le droit de traité de chasser, cueillir et pêcher et de piéger sont écrites dans le traité. Et les droits inhérents, bien sûr, sont protégés dans la Constitution sous la section 35 et sont imprégnés dans la Constitution. Mais bien sûr, nos droits inhérents et nos droits de traité sont très affectés, en particulier pour les incendies qui se mènent à terme. Donc, il faut être en mesure de contrôler le feu. Comme Solomon l'a dit, il y a du bien qui peut ressortir de cela, de contrôler des incendies dans certains secteurs. Et je crois que s'il y avait une façon de contrôler un feu pour, enlever des secteurs où est-ce qu'il y a de plus vieilles forêts, si tu peux faire cela, bien, peut-être que c'est quelque chose, qui pourrait être,
considérer un incendie contrôlé pour enlever les champs qui peuvent contribuer à des incendies de forêt déchaînés qui pourraient détruire grandes parties de territoire. C'est arrivé ici il y a environ 3 ou 4 ans. Un incendie a brûlé de Public Errands jusqu'aux frontières du Manitoba. Et ce feu a commencé par un tout petit feu de rien. Donc, je crois que si on peut faire cela, on va minimiser l'impact sur les droits inhérents et les droits de traité. Ça a un impact sur notre culture et notre capacité à pratiquer notre culture. Et là, le temps a passé. Donc, avant que la température ait des extrêmes, on pouvait compter sur des périodes de temps au printemps où il y aurait la pluie qui viendrait éteindre les feux. Les peuples autochtones connaissaient très bien les cycles pluvieux et les cycles saisonniers. Donc, si il y avait un feu, les personnes, s'ils étaient nomades, elles déménageraient, elles revenaient environ 1 an ou 2 plus tard, car ils savaient que la pluie, elle allait éteindre le feu. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit plus tôt, nous sommes dans des périodes saisonnières extrêmes, des températures extrêmes et les pratiques de incend de lutte contre les incendies doivent être résilientes. Donc, que ce soit pour gérer ou de supprimer l'incendie, elles doivent être assez résilientes pour reconnaître le fait que les températures, sont extrêmes et changer les pratiques pour mieux accommoder cette nouvelle réalité. Merci. Merci, sénateur. Donc, je crois que nous sommes rendus à 2 heures pile. Heather, est-ce que nous devrions conclure? Oui, en fait, nous devons conclure dans dans les prochaines 2 minutes, mais j'aimerais dire merci beaucoup à Robin, Walter, Peter et Solomon et à toi-même, Alex. Je suis très reconnaissante que vous soyez venus pour partager votre expérience et vous avez capturé un peu comment les choses ont changé pour vous. J'entends que vous avez parlé de comment c'était il y a des décennies, le la lutte contre les incendies et les années qui en s'en suivi. Mais j'aimerais prendre l'opportunité encore une fois à tous les 4, Solomon, Peter, Walter et Malter et Robin, j'aimerais vous dire merci beaucoup. Merci d'avoir fait une ouverture en prière et Alex, merci d'avoir été notre modérateur. Je trouve que c'était intéressant d'entendre ce que les gens avaient à dire. Je sais que vous en avez encore plus à dire. J'en avais quelques autres questions et on n'a pas eu assez de temps. Donc, merci d'avoir organisé ça, Alex. Et ceci fut notre conversation nationale avec nos praticiens autochtones contre les incendies. Donc, oui, Alex, vas-y. Non, j'allais simplement dire merci beaucoup de nous avoir invités et j'espère que ceci va pouvoir mener à d'autres discussions d'agences qui font des partenariats avec les nations autochtones et de s'assurer que les nations autochtones soient plus impliquées dans la réponse contre les incendies. Euh, Et les raisons qui ont été données par le sénateur BG, la souveraineté, le territoire, et ainsi que nous sommes dans cette période de changement climatique et on doit travailler là-dessus. Donc, merci encore une fois. Oui, et je crois que pour chacun d'entre vous, il y avait l'encouragement on encourageait les gens de contacter. On encourage le public et l'agence de vous contacter, que les peuples autochtones recherchent cet engagement, cette mobilisation et c'est à nous de contacter, d'impliquer les gens dans la gestion de leur territoire. OK. Alors, merci tout le monde.